Chaque année en France, près de 50 000 personnes disparaissent. Parmi elles, près de 10 000 sont des mineurs. Ces chiffres ne viennent pas d'un film ou d'une rumeur sur les réseaux, ce sont des statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Et pourtant, à chaque fois qu'un avis de recherche est publié, on entend la même chose. Elle a dû fuguer, il a probablement rejoint un ami. Ça va s'arranger. Mais dans la réalité des faits, tout ne s'arrange pas. Pour cause, il y a des disparitions qui ne laissent aucune trace. Pas de téléphone retrouvé, pas de témoin, pas de retour. Et ce silence, ce vide, il est parfois le signe d'un crime organisé, la traite des êtres humains. Tu crois certainement que c'est loin, que ça n'arrive que dans des pays pauvres ou en guerre, mais détrompe-toi. Le trafic humain est une réalité certes invisible, mais beaucoup plus proche que tu ne le crois. Dans nos villes, sur nos écrans, dans nos écoles, dans nos foyers, c'est un crime silencieux, un crime qui utilise les failles de la société moderne, un crime qui détruit des vies, sans bruit, sans trace. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence. Mais avant de commencer, un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Votre fournisseur d'accès à Internet, le Wi-Fi public du Starbucks, le réseau de votre école ou de votre boulot, tout ce petit monde peut suivre votre activité. Les sites que vous consultez, les vidéos que vous regardez, les achats que vous faites, et tout ça est enregistré, parfois même revendu. C'est un outil simple à utiliser, mais ultra puissant qui agit comme un bouclier numérique. Il chiffre 100% de votre trafic Internet et le fait passer par ses propres serveurs sécurisés situés dans plus de 100 pays. Résultat, vous êtes totalement anonyme. CyberGhost, c'est plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde et une note quasi parfaite sur Trustpilot avec plus de 20 000 avis notés excellents. C'est donc l'un des VPN les plus respectés et recommandés du marché. Mais ce n'est pas tout. En changeant de localisation, vous pouvez aussi débloquer les catalogues étrangers de plus de 40 plateformes de streaming. Vous en avez marre du contenu Netflix France? Eh bien, en 2 clics, vous accédez à Netflix US, Amazon Prime UK, Disney+ Canada. Peu importe où vous êtes, vous débloquez tout sans exception. En changeant votre localisation virtuelle avec CyberGhost en seulement 2 clics, vous pouvez donc accéder à tous les sites désormais bloqués en France tout en gardant votre activité en ligne totalement privée et sécurisée. CyberGhost fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS, Android, même Smart TV et peut même protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc votre ordi, votre tel, votre tablette et même ceux de vos proches, tout le monde peut être couvert avec un seul abonnement. Et surtout, CyberGhost ne conserve aucune donnée. Même eux ne peuvent pas savoir ce que vous faites. Donc vous êtes vraiment anonyme. Et bonne nouvelle, en passant par le lien dans la description, vous avez accès à une offre spéciale rien que pour cette chaîne, 83% de réduction, 4 mois offerts, une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et surtout un support client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est sans risque, sans engagement et franchement aujourd'hui c'est le minimum pour protéger votre vie en ligne. Alors cliquez sur le lien, téléchargez CyberGhost VPN et reprenez le contrôle de votre confidentialité dès maintenant. Avant qu'on entre dans les histoires concrètes, des témoignages qui font froid dans le dos, il faut qu'on pose les bases, parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne comprend pas. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas en quoi consiste réellement le trafic humain. Alors prenons le temps de répondre à une question simple mais pourtant essentielle. Qu'est-ce que la traite des êtres humains? Le trafic humain, ou plus précisément la traite des êtres humains, c'est quand une personne est captée, déplacée, hébergée ou exploitée par la violence, la ruse ou l'abus de vulnérabilité. Et toujours dans un seul but, l'exploitation. Et là où c'est encore plus pervers, c'est que ça peut arriver dans certains cas sans violence physique. Car parfois, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de chaîne et il n'y a pas de cri. Juste une dette inventée, une menace sur la famille ou une manipulation psychologique tellement bien ficelée que la personne ne se rend même pas compte qu'elle est victime. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est la définition officielle adoptée par l'ONU en 2000 dans le protocole de Palerme, un texte ratifié par plus de 170 pays. Maintenant que tu as une définition plus ou moins concrète, tu vas me dire « Ok, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais c'est plutôt rare, non ?» Eh bien, figure-toi que pas du tout. Selon les Nations Unies, en 2021, plus de 50 millions de personnes vivaient dans une situation d'esclavage moderne. Oui, tu m'as bien entendu, 50 millions. Et encore, ce sont seulement les cas qui ont été recensés. Parmi elles, 28 millions de personnes étaient en travail forcé, 22 millions étaient piégés dans des mariages forcés et 12 millions étaient des enfants. Et ces chiffres ne font qu'augmenter. Ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que le trafic humain est un marché. C'est un véritable commerce structuré, comme le marché du textile ou de la drogue, mais avec des êtres humains à la place des produits. Et pourquoi
Pourquoi ce business existe-t-il? Tout simplement parce qu'il est rentable. 1 kilo de tu le vends une fois. Un être humain, tu peux le vendre, le louer, l'exploiter tous les jours pendant des mois, voire même des années. C'est dur à entendre, mais c'est pourtant la réalité. Les humains sont plus rentables que de la ou des armes. Selon Europol, la traite des êtres humains rapporte entre 30 et 150 milliards de dollars par an. Et ça, encore une fois, c'est seulement ce qu'on a pu estimer. Le vrai chiffre est sûrement bien plus élevé parce qu'une grosse partie des cas ne sont jamais détectés. Maintenant, entrons dans les 4 grandes formes de traite humaine. Et crois-moi, tu vas voir que ce n'est pas un seul problème, mais plusieurs cauchemars différents. En premier lieu, il y a l'exploitation sexuelle. C'est la forme la plus répandue, la plus visible et surtout la plus lucrative. Dans ce système, les victimes, principalement des femmes et des enfants, sont filmées, revendues et parfois même commandées selon des critères précis. Certaines ont 16 ans, d'autres 8 ans et certaines même pas 3 ans. Là, il existe plusieurs cas de figure. Souvent, ces femmes sont trompées avec de fausses promesses de travail. Elles sont ensuite isolées, enfermées, parfois droguées. Une fois entraînées dans cette traite humaine, elles sont forcées à coucher avec 10, 20, 30 clients par jour, voire même beaucoup plus. Et si elles refusent, on les bat, on menace de s'en prendre à leur famille. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que même moi, je pensais que le trafic humain ne concernait pas du tout les pays émergents. Je pensais que c'était seulement un problème du tiers-monde, mais pas du tout. Je me suis complètement foirée là-dessus et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi. Il y a également des réseaux de trafic humain en France, en Allemagne, en Espagne, dans des appartements Airbnb, dans des hôtels ou même dans des maisons de banlieue. Et les clients, eux, sont parfois des cadres, des étudiants, des pères de famille, des retraités, parce que oui, dans ce cas précis, le client est clairement complice. Mais on y reviendra après. Ensuite, il y a le travail forcé. Ici, ce sont souvent des hommes, bien que beaucoup de femmes sont impliquées là-dedans aussi, parfois des migrants, parfois des personnes qui n'ont pas de papier, ou simplement des personnes très pauvres. On leur promet souvent un boulot, une paix, une vie meilleure, et ils finissent dans des chantiers non déclarés, dans des champs de légumes, les mains abîmées par les pesticides, dans des restaurants enfermés en cuisine 18 heures par jour, ou dans des usines à produire des vêtements que toi et moi on porte sans même y penser. Dans ce cadre bien précis, pas de contrat, pas de salaire, tu t'en doutes bien, pas de congé. Des ONG ont documenté des cas d'ouvriers morts de fatigue ou emprisonnés parce qu'ils osaient se plaindre. Et parfois, ce sont des enfants qui travaillent dans ces conditions inhumaines, à casser des cailloux, à ramasser du coton, à nettoyer des chambres d'hôtel sans fin, et tout ça dans le silence. Tu t'en doutes bien, il y a le trafic d'organes. Celui-là, on va dire que c'est le plus tabou. Beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas, que ce n'est qu'une simple fiction, mais oui, ça existe. Oui, des gens sont enlevés pour leurs organes. Oui, des personnes disparaissent et sont retrouvées vidées de leurs reins, de leur foie ou même de leur cornée. Si tu savais à quel point tes organes valent de l'or. L'OMS, Interpol, Europol et plusieurs ONG ont documenté des cas réels. Et le pire, c'est souvent fait par des professionnels de santé complices avec du matériel chirurgical dans des cliniques illégales dans des pays où tout s'achète. À titre d'exemple, un rein peut se vendre jusqu'à 150 000 €. Donc, tu peux te douter que pour des réseaux, ça vaut clairement le coup. Parce qu'ils trouvent toujours des receveurs prêts à payer, des personnes riches, mais surtout désespérées. Et au bout de la chaîne, une victime morte ou détruite à vie. Les enfants vendus. Non, ce n'est pas juste une métaphore, des enfants sont réellement vendus, parfois même par leurs propres parents, pauvres, manipulés ou désespérés, bien que pour moi, ça n'excuse en rien cet acte, évidemment, mais aussi par des orphelinats corrompus, et enfin par des trafiquants qui enlèvent ces enfants et les mettent sur catalogue. Et ces enfants, on les retrouve ensuite en esclavage domestique, en mendicité forcée dans les rues, dans des vidéos ou dans des adoptions illégales vers d'autres pays. Comme tu peux le constater, c'est tout un système avec différentes formes de traite humaine. Et encore, je peux pas aller dans les détails de toutes les formes, mais maintenant tu sais ce que c'est. Et crois-moi, ce que tu viens d'entendre, ce n'est rien par rapport à ce que je vais te raconter juste après. Parce que dans le prochain chapitre, on va voir comment les gens disparaissent. Comment un simple message sur Snapchat peut mener à une disparition, comment une annonce de mannequinat peut cacher un réseau, et surtout, comment en 2025, n'importe qui peut être piégé. Et là, tu ne verras plus jamais les réseaux sociaux de la même manière.
On imagine souvent qu'une disparition, c'est un événement brutal. Un kidnapping en pleine rue, un coffre de voiture qui claque, des cris dans la nuit. Mais en 2025, les choses ne se passent plus comme ça. Du moins, plus aussi souvent. Aujourd'hui, on disparaît dans le silence, sans témoin, sans bruit, sans violence visible. Parfois, il suffit d'un message, une conversation en ligne, un faux projet ou une promesse trop belle pour être vraie. Et soudain, une vie bascule sans que personne ne s'en rende compte. Snapchat, TikTok, Instagram, WhatsApp, Discord, ce sont les nouveaux terrains de chasse des prédateurs, des applis qu'on utilise tous les jours, des applis qui donnent l'illusion du contrôle, de la liberté, de la connexion. Ce que les jeunes ne savent pas toujours, c'est qu'en ligne, tout le monde peut mentir. L'âge, le visage, le nom, le métier et l'intention. Et dans l'univers des disparitions liées au trafic humain, les réseaux sociaux jouent désormais un rôle central. Tu veux gagner un peu d'argent? Tu tombes sur une annonce sur Snapchat, Instagram ou même WhatsApp, recherche fille motivée, 200 € par jour, pas besoin d'expérience et discrétion assurée. Tu envoies donc un message et très vite, on te demande de venir à un rendez-vous. On te fait consommer un verre, parfois une substance, et ensuite tu es enfermé, filmé, utilisé et piégé. Un autre profil de victime pourtant très peu médiatisé est celui des enfants placés sous protection de l'enfance. Tu sais, ces enfants qui vivent en foyer ou en famille d'accueil. Leur particularité, c'est qu'ils ont déjà connu des ruptures, des abus, des formes de traumatisme et sont souvent déjà isolés et livrés à eux-mêmes. À Paris, Marseille, Lille, des cas concrets de jeunes filles fuguant d'un foyer pour finir dans un réseau de prostitution ont été confirmés par la police judiciaire. Et dans certains cas, ce sont les autres jeunes placés qui font le lien entre la victime et le réseau, pas la police. On l'a dit, 95% des disparitions de mineurs sont classées comme des fugues. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus complexe. Car une fugue, c'est avant tout une opportunité en or pour les réseaux. J'avais fugué de mon foyer à Grenoble. Je traînais dans la gare. Un mec est venu me parler. Il m'a dit qu'il connaissait une meuf qui pouvait m'aider. J'ai dormi chez eux, mais ils m'ont dit que je devais les rembourser. J'ai pas compris tout de suite. Puis un jour, il y avait un type dans la chambre. Il m'a pas laissé partir. Et ça a duré des semaines. Certaines histoires font peur, d'autres provoquent le dégoût, mais celles que tu t'apprêtes à entendre dépassent l'entendement. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes sensibles à ce genre de sujet à quitter la vidéo ou à vous diriger plutôt vers le prochain chapitre. C'est l'histoire vraie d'un homme, Peter Scully, considéré comme l'un des pires criminels du 21e siècle. Ce qu'il a fait, ce qu'il a organisé et comment il a monétisé l'horreur témoigne de la face la plus sombre du trafic humain. Peter Gerard Scully est né en 1963 à Melbourne, en Australie. Il n'a pas grandi dans la pauvreté ni dans la rue. C'est un homme instruit, ancien agent immobilier, père de 2 enfants. Mais à partir de 2009, sa vie bascule. Il commence à frauder ses clients, détourner des fonds, manipuler des femmes. En 2011, fuyant une enquête pour escroquerie en Australie, il s'exile aux Philippines, un pays où les contrôles sont plus souples et où la pauvreté extrême facilite l'exploitation. Et c'est justement là que commence l'horreur. À son arrivée aux Philippines, Peter Scully crée une plateforme sur le dark web baptisée No Limits Fun. Son concept, vendre aux criminels des vidéos d'abus réels extrêmement violents commis sur des enfants philippins vulnérables. Il propose des vidéos en commande personnalisées. Les clients paient en crypto-monnaie telles que le Bitcoin par exemple pour demander l'âge de l'enfant, le type de torture, la durée et parfois même la mort. Les tarifs variant de 100 à plusieurs milliers de dollars. Scully, lui, de son côté, filme tout dans des maisons isolées de Mindanao, au sud des Philippines, avec la complicité de femmes recrutées localement, parfois elles-mêmes d'anciennes victimes. La vidéo la plus tristement célèbre du réseau se surnomme Daisy's Destruction. Elle a été diffusée à de maintes reprises dans des réseaux ultra secrets du dark web courant 2012-2013. Cette vidéo, que je ne vais bien évidemment pas inclure, met en scène une petite fille de 18 mois surnommée Daisy. Dans cette vidéo, il se passe des choses très graphiques, d'une horreur incommensurable. Daisy est suspendue par les pieds, battue et torturée pendant de longues, très longues minutes. Elle n'est pas du tout la seule victime puisque dans cette série de vidéos, d'autres enfants apparaissent. C'est notamment le cas d'une certaine Lisa et d'une certaine Cindy, toutes âgées de même pas 1 an à 6 ans. C'était la vidéo la plus terrifiante que nous ayons jamais vue. Témoignage d'un enquêteur d'Interpol cité par The Guardian en 2015.
Ce contenu n'a bien évidemment jamais été diffusé publiquement pour des raisons évidentes, mais a été décrit dans les moindres détails dans les rapports d'enquête philippins et australiens et confirme une escalade de barbarie rarement atteinte. Ce qui me brise encore plus, c'est que j'avais fait déjà une vidéo à ce sujet à mes débuts sur TikTok, pour ceux qui me suivent, où j'évoquais l'histoire de Peter Scully et l'injustice qui en découle. En regardant les commentaires, je me suis dit que j'ai plus aucune foi en l'humanité, qu'on soit bien clair. Je ne comprends pas. On peut me donner l'excuse de la curiosité. Je suis très curieuse comme personne, super curieuse. Je m'intéresse à tous les sujets, je touche à tout, mais c'est le genre de truc qu'on ne peut pas excuser et qu'on ne peut pas mettre sur le dos de la curiosité. Tout simplement. Beaucoup de personnes se demandaient comment Peter Scully opérait. C'est ce qu'on va donc détailler maintenant. Détail très important, Peter Scully ne kidnappait jamais ses enfants. Si vous vous rappelez bien, au début de cette vidéo, je vous ai dit que souvent, le trafic humain ne s'opère pas avec des cris, dans une violence sans précédent. Des fois, c'est dans le plus grand des calmes. Ce que Peter Scully faisait, c'est qu'il exploitait la misère. Il proposait de l'aide à des gens très pauvres, leur promettait un toit pour leurs enfants, une éducation ou un peu d'argent. Parfois même, il payait les parents l'équivalent de 10 à 20 euros. Oui, tu m'as bien entendu, 20 euros contre leur enfant. Mais il avait aussi des complices, des femmes locales chargées de recruter d'autres enfants sous prétexte de jeux vidéo, gâteaux gratuits ou séances photos. C'est un monstre qui savait pertinemment que beaucoup de familles philippines vivaient dans une misère telle qu'il en est venu à exploiter ces failles en leur disant que oui, tout va bien se passer, je vous paye en retour, mais vous allez le revoir. Et bien souvent, t'avais des familles complètement naïves qui ne se doutaient absolument pas du sort que Peter Scully réservait à ses enfants. Une fois les enfants arrivés dans sa maison, Peter Scully filmait lui-même ou avec l'aide de ses complices. Les vidéos étaient ensuite montées, sous-titrées, hébergées sur des serveurs chiffrés, puis vendues à ses abonnés principalement en Europe, aux États-Unis, au Japon et au Canada. Le 20 février 2015, après une traque internationale menée par Interpol, la police fédérale australienne, mais aussi les autorités philippines, Peter Scully est localisé et arrêté à Malaybalay, au nord de Mindanao. Il se cachait dans une maison protégée par des locaux payés pour le couvrir. Lors de son arrestation, plusieurs vidéos ont été retrouvées sur ses disques durs, 2 enfants séquestrés ont été libérés et des preuves de paiement internationaux ont été saisies. Le procès de Scully s'est déroulé en plusieurs phases entre 2015 et 2022 à Cagayan de Oro et Manille. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 2018 pour traite d'êtres humains aggravée, exploitation sexuelle d'enfants, production et diffusion de contenu. En 2022, une deuxième peine lui est infligée, 129 années supplémentaires. Ses complices ont également été arrêtés et condamnés. À l'heure actuelle, on estime que Scully a abusé de plus de 75 enfants, principalement des petites filles âgées de 1 à 12 ans. Parmi elles, plusieurs sont mortes. Certaines sont toujours portées disparues à l'heure où je te parle. D'autres, sauvées, vivent aujourd'hui dans des centres, enfermées, isolées et traumatisées à vie. Quant à elle, les vidéos créées par Peter Scully ont circulé pendant des années dans les recoins les plus obscurs du dark web et certaines continuent de l'être malgré les efforts des cyberpolices. Si je te raconte ça, c'est parce que l'affaire Peter Scully a marqué un tournant mondial. Pour la première fois, les autorités ont compris qu'un homme pouvait créer une entreprise de torture sexuelle à échelle industrielle, vendre du contenu en direct à des milliers de clients à travers le monde sans jamais quitter son salon. Cela a aussi révélé par extension l'efficacité des outils du dark web, la brutalité du commerce humain numérique et la facilité avec laquelle les enfants peuvent être réduits à des objets sexuels. Cette affaire n'est pas un cas isolé dans le fond. Certes, elle est extrême dans la forme, mais elle expose tout de même quelques failles. Premièrement, la pauvreté rend vulnérable, mais aussi, le trafic humain ne se fait pas qu'à la frontière. Il se fait aussi en ligne. Aujourd'hui, Peter Scully est toujours détenu aux Philippines dans la prison de Cagayan de Oro sous haute sécurité. Il n'a jamais exprimé de remords. Il a même essayé en 2019 de négocier la production d'un film sur sa vie contre une réduction de peine, ce que les autorités ont catégoriquement refusé. Autre détail important dans cette histoire, que j'ai pas vraiment détaillé, c'est la corruption de certains policiers dans l'affaire Peter Scully. Certaines preuves qui incriminaient des clients de Peter Scully ont mystérieusement disparu. Tu te doutes bien que parmi les personnes qui payaient Peter Scully pour obtenir des vidéos figuraient évidemment quelques hommes politiques, quelques hommes puissants, businessmen, qui ne voulaient tout simplement pas avoir leur nom exposé dans l'affaire. Donc oui, avec quelques billets, on peut acheter le silence de la police, mais ça, je pense que tu le savais déjà.
Comme dit précédemment, on pense souvent que le trafic humain est un fléau réservé à l'étranger, qu'il se cache dans des zones de guerre, dans des pays en développement ou dans des endroits où les lois sont corrompues. Pourtant, en France aussi, des enfants disparaissent, non pas par accident ou fugue ordinaire, mais bien parce qu'ils sont ciblés, repérés, récupérés, puis exploités. De ce fait, la France est loin d'être une exception. Elle est même, selon Europol, une plaque tournante secondaire dans certains réseaux européens de traite humaine, notamment dans le domaine de l'exploitation sexuelle, du trafic forcé ou du trafic de mineurs à des fins de mendicité. Ce sont des réseaux souterrains complexes, bien implantés, qui s'installent là où les institutions ne regardent plus. Chaque année, des milliers d'enfants et d'adolescents arrivent seuls sur le territoire français. On les appelle les mineurs non accompagnés ou MNA. Ils viennent du Maroc, de Guinée, du Bangladesh, d'Albanie ou encore du Soudan. Ils fuient la guerre, la misère et les violences familiales. En théorie, dès leur arrivée, ils devraient normalement être protégés par les services de l'aide sociale à l'enfance, ASE, mais la pratique est tout autre puisqu'une grande partie de ces mêmes enfants sont rejetés, livrés à eux-mêmes dans la rue, faute de place, de papier ou simplement de volonté politique. Et c'est justement dans ces zones d'ombre que le trafic humain prend le relais. Un exemple concret qui a marqué l'esprit, c'est celui du réseau du Trocadéro. Entre 2020 et 2023, un groupe structuré exploitait des enfants originaires du Maroc et d'Algérie qu'ils droguaient, logeaient dans des squats insalubres et forçaient à voler dans les sacs des touristes. À l'origine, ces enfants étaient arrivés en France seuls. Certains avaient été refusés par l'ASE car jugés trop âgés, d'autres avaient fui les structures d'accueil. Lorsque la cellule antitrafic de la PJ de Paris a démantelé le réseau, les policiers ont découvert que plusieurs de ces mineurs avaient été déplacés d'une ville à l'autre, utilisés comme des pièces interchangeables, logés dans des conditions indignes. Certains étaient victimes de violences physiques, d'autres avaient été filmés à leur insu. En fait, ce n'étaient pas des délinquants, ce n'étaient pas des mineurs ingérables, c'était tout simplement des enfants piégés et victimes de traite humaine. Dans d'autres cas, les victimes sont des adolescentes françaises souvent placées en foyer, parfois scolarisées mais désespérément seules. Certaines sont repérées dès l'âge de 12 ou 13 ans par des réseaux qui utilisent des jeunes filles comme intermédiaires. Ces recruteuses les abordent dans des parcs, dans les centres commerciaux ou sur Snapchat. Elles leur proposent un plan d'argent facile, des mecs qui respectent, des fringues de marque ou un appart tranquille. Maman, je suis en danger, ne m'appelle pas ou ils vont me frapper. C'est par ce message de détresse que Lily a appris que sa fille de 13 ans, placée en foyer depuis 3 ans, avait été embarquée dans un réseau de séquestrés dans un Airbnb à Toulon par des proxénètes qui la droguaient de force et l'obligeaient à se... Une histoire sidérante qui n'est pas un cas isolé. 15 000 mineurs sont victimes de en France. La majorité sont des enfants placés. Jennifer Abitbol, éducatrice spécialisée à Marseille, fait partie des lanceurs d'alerte. Ça va de l'enfant de 2 ans qui est abusé, qui n'est pas protégé, jusqu'à justement la gamine de 15 ans qui a tellement été... qu'en gros, elle a laissé tomber, effectivement, elle se... pour se droguer, elle sort en string, elle sort en mini-jupe, elle sort en soutien-gorge. Et là, quand on lui dit « je vais t'aider », en fait, elle vous répond « mais madame Abitbol, ça fait 40 fois qu'on me le dit ». Et ça va de la direction avec qui vous faites des rapports et qui ne vous répondent même pas parce que on laisse tomber. Moi, je me suis retrouvée à 23h à appeler effectivement le directeur et dire « oui, non, mais attends, j'ai la gamine là qui est partie dans le coffre de la voiture, j'ai la plaque, on va aller chercher la police ». Et le directeur qui me dit non. Ce qui rend l'exploitation possible en France, ce ne sont pas seulement les trafiquants, ce sont aussi les failles du système. Car il y a tout d'abord un manque de coordination entre les départements, un manque de place dans les foyers, une surcharge chronique des services de l'ASE et au-delà de ça, des signalements classés sans suite. La parole des victimes est le cœur battant de cette vidéo. Elle expose l'horreur subie, révèle les failles du système et au-delà de ça, éclaire la voie vers la reconstruction. Chaque voix brisée ici entend nous rappeler la chose suivante. Ces drames sont bel et bien réels. Chantre de la résilience, Charity Jimoé est une Nigériane de 24 ans dont le témoignage fait l'objet du beau documentaire Juste Charity, réalisé par Floriane Devigne. Elle raconte avoir fui le Nigeria après l'assassinat de sa mère pour signer un contrat de 35 000 € avec un passeur français. Une fois en France, elle est exploitée de 2014 à 2018 à Nantes, violentée, un enfant tué sous ses yeux. Elle subit un pour son anniversaire avant de s'écrouler sous la violence. C'est grâce à son avocate Anne Bouillon et à l'association française Paloma qu'elle dépose plainte en 2016. Les bourreaux sont condamnés en 2020. Plusieurs années de prison ferme sont prononcées et Charity commence à renaître. Elle se marie et témoigne publiquement pour prévenir d'autres victimes. L'Europe n'est pas un paradis. Au Nigeria, on vivait mieux. Arrivée du Togo à 15 ans, Henriette a passé 4 ans en servitude. Sans papier,
sans salaire, dans 3 foyers successifs à Paris. Un signalement de voisin met fin à sa souffrance. Je n'avais ni papier, ni droit, on dormait dehors, moi et 2 autres filles, on me disait que mes parents ne comprenaient rien. Son verdict historique à la Cour de cassation en 2003, suivi de sa victoire devant la Cour européenne des droits de l'homme, a conduit à la loi de 2007 qui reconnaît l'esclavage moderne et établit des sanctions contre la traite. Son acte courageux a changé le droit français à jamais. Enfin, une vidéo YouTube permet d'écouter Adeline, victime d'exploitation sexuelle, libérée grâce à l'intervention de l'association Secours catholique Caritas France. Je suis arrivée en France, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui m'a ramenée en France. Mes proxénètes. Et j'ai une fille que j'ai laissée, une fille qu'elle avait 9 ans à l'époque, 8 ans et demi. Je me suis dit, il faut que j'aille, il faut que je fasse quelque chose pour que j'arrive à me débrouiller avec elle. Comme j'habitais chez ma soeur, j'avais pas de maison, j'avais pas de travail, j'avais rien. Je dis, je pars pour 6 mois et ensuite je retourne en Roumanie, récupérer ma fille et avoir une vie normale. Ces gens qui m'ont ramenée ici, j'ai grandi avec, donc on se connaissait très bien. Ils m'ont beaucoup aidé, moi et comme les autres filles, je m'en doute qu'ils faisaient exprès pour les attirer. Donc ils m'ont beaucoup aidé. J'ai jamais pensé qu'ils vont me vendre, ils vont me mettre à faire ce que je fais, à me prostituer, à me maltraiter, à me prendre l'argent. Surtout moi, je pensais beaucoup à ma fille qui était en Roumanie, ils m'ont toujours menacé par ça, qu'ils vont brûler la maison, qu'ils vont prendre ma fille, ils vont se venger, ils vont violer, ils vont lui faire je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, on habitait 5 filles dans la même maison, avec le frère du proxénète, évident. Donc il était là pour nous surveiller. Et je buvais beaucoup parce que je ne supportais plus le fait que les gens me touchent, je ne supportais plus le fait que je suis une poubelle, je ne supportais plus le fait que les gens me payent pour qu'ils m'utilisent. Donc je dis, il faut que je trouve une solution. Pendant 1 an, je me suis prostituée et un jour, je me suis dit, stop, il faut que j'arrête. Il y avait plusieurs filles qui voulaient arrêter, elles ne savaient pas comment, pas de travail, je ne connaissais pas la langue, pas de papier, rien, c'était pas évident. Mais on était à 3 et comme on dit, quand on est à plusieurs, la force elle est plus grande, enfin, tu n'as plus de force. Enfin, il y avait 2 messieurs et une dame qui passaient tous les soirs avant que j'arrête, avant 3-4 mois, ça durait un peu. Surtout, ils parlaient sur le fait de l'aide, qui nous aide, qu'il faut qu'on s'en sorte, qu'on aille à l'association. Ils nous avaient laissé l'adresse, leur numéro de téléphone que je n'ai pas pu le prendre dès le début, parce que les proxénètes, ils étaient derrière. Mais bon, en même temps, il faut qu'on fasse attention, parce que si notre pays, notre langue, enfin, la personne qu'on vivait dans le même village, que c'est petit notre village, on se connaissait tout, il était capable de faire ça, donc il faut qu'on se méfie des gens qu'on ne connaît pas, qui sont capables de faire encore pire. Après 2-3 mois qui passaient tous les soirs, déjà ils venaient, on se faisait la bise. Donc vous voyez, je commençais à sentir leur présence, leur vraie présence et leur souffrance, parce qu'ils souffraient, ça se voyait. Surtout la bonne femme, comment je peux dire, Marie-Claude, elle pleurait. Quand je suis arrivée à l'association, que j'ai vu le nombre de filles, j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je croyais qu'il n'y avait qu'à Bagnolet, il n'y avait que nous, les filles du Lest. Mais en fait, non. Je dis waouh, il n'y a pas que moi qui a besoin d'aide. Il y avait 3 personnes. Je dis, je ne sais pas comment ils vont arriver à aider à en sortir tous ces gens, tous ces filles surtout, parce que à l'époque, dès le début, en 2001, il n'y avait que des filles. Pour leur trouver un travail, pour obtenir des papiers, pour le cours des français et tout ce qu'ils faisaient ensuite. Et chaque mercredi, ils faisaient des repas, des petites choses entre nous, entre les filles. Ils nous avaient jamais... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais senti qu'ils nous mettent dans un niveau bas. Je l'ai toujours senti avec leur niveau.
il faut avoir du courage. Comme malgré t'es isolé, malgré t'as un moyen, il faut être courageux pour s'en sortir. Surtout quand on voit qu'il y a des gens qui veulent nous aider. On n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule. Son récit glaçant a été perçu en 2012 et a notamment contribué à sensibiliser le grand public au phénomène d'esclavage humain domestique. Après tout ce que vous venez d'entendre, une question brûle certainement vos lèvres, une question légitime, humaine et avant tout nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Que faire quand on est un parent, un prof, un étudiant, une sœur, un ami? Car face à l'ampleur du trafic humain, il devient facile de se sentir impuissant, de penser que ce sont uniquement des problèmes lointains et complexes réservés aux ONG et aux policiers, mais c'est faux. Et dans certains cas, c'est précisément l'intervention d'un citoyen lambda qui a pu faire la différence. Il existe plusieurs numéros et dispositifs en France que peu de gens connaissent et pourtant qui sauvent des vies. Le doute suffit. Alors si quelque chose te semble étrange, n'attends pas qu'il soit trop tard. Ensuite, beaucoup de victimes mineures ont été approchées sur Instagram, Snapchat, TikTok ou dans des forums de jeux en ligne. Demandez-leur qui sont leurs amis en ligne, apprenez-leur à reconnaître les faux castings, les offres trop belles pour être vraies. Montrez-leur comment protéger leurs données. Expliquez qu'un inconnu qui demande des photos est dangereux. D'où l'importance de parler avec les adolescents. C'est pourquoi la prévention commence avant tout dans la famille, à l'école, dans la vie quotidienne. L'objectif n'est pas de faire peur, mais d'alarmer les esprits. Ensuite, vous pouvez toujours agir en partageant cette vidéo, car relayer l'information, c'est déjà agir. Alors si cette vidéo vous a plu, voire même touché, n'hésitez pas à la partager. Soyez acteur, parce que parfois, il suffit juste d'une personne qui regarde et qui tend la main pour que tout change. Encore merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de la réduction exceptionnelle réservée aux abonnés de la chaîne. 83% de remise et 4 mois offerts et surtout l'accès à l'une des meilleures protections numériques du marché. L'application sécurise toutes vos données pendant que vous naviguez et vous donne accès à tout le contenu bloqué sur Internet partout dans le monde et seulement pour 2,03 € par mois. C'est entièrement sans risque, alors testez par vous-même, le lien est juste en dessous.